Bonjour à tous. Donc, on vous propose une intervention à deux voix. Maître Christiane Ferrachou, l'ancienne bâtonnière de Paris, spécialisée de longue date sur les problématiques des droits de l'Internet, droits des technologies numériques et cybersécurité. Et donc, quant à moi, je suis magistrat détaché au ministère de l'Intérieur auprès de la mission cybermenace. Et donc, je travaille avec Thierry Delville, que vous avez certainement entendu lors du début des assises avec Guillaume Poupard. Donc, on vous propose une présentation à deux voix sur ces obligations à la charge des entreprises dans ce contexte de terrorisme, puisque, comme vous le savez, nous sommes encore sous le coup d'une loi, la 4e état d'urgence, et depuis, je dirais, fin 2014, la loi du 13 novembre 2014, nous avons plusieurs textes que nous allons tenter de vous présenter succinctement, parce qu'ils s'accumulent, ils sont complexes, ils peuvent paraître ressembler à en quelque sorte un millefeuille législatif, mais en fait il y a une cohérence à travers ces textes, puisque en fait l'objectif c'est de renforcer, ça peut apparaître comme des contraintes auprès des entreprises, renforcer les obligations à la charge des entreprises, mais l'objectif aussi, c'est de sécuriser les échanges et de protéger les données personnelles. Donc c'est vraiment, alors c'est vrai que ça me va bien, c'est vraiment la balance, trouver un équilibre entre la protection des libertés individuelles et la protection de l'ordre public. De plus en plus, on parle d'un ordre public numérique. Donc, effectivement, on évoquera très rapidement les lois sur, en particulier, l'état d'urgence. Ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes dans un contexte où les infractions sont de plus en plus facilitées par le recours au numérique. Donc, il y a une transposition de la délinquance classique vers le cyberespace. Et sans reprendre intégralement les slides, vous voyez les chiffres, il n'y a pas une journée sans qu'on nous annonce qu'une entreprise s'est fait voler des données. On a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment d'OVH, qui, justement, par l'intermédiaire de caméras de vidéosurveillance, a facilité, on parle beaucoup d'objets connectés durant ces assises, ces caméras ont été piratées et ça a occasionné donc une récupération de données personnelles. Donc le sujet est véritablement d'actualité et les entreprises, donc on va vous parler des OIV, mais également d'autres entreprises comme les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques. Ces entreprises doivent se conformer à une réglementation donc dans un souci de protection de ces données. Alors, et en apparence, il y a un éparpillement, un empilement de textes au niveau national, évidemment, mais également au niveau européen, puisqu'on est, d'ailleurs c'est une priorité qui a été évoquée aussi en introduction de ces assises, nous sommes dans une démarche européenne et dans un objectif de coordonner nos législations pour en fait parler le même langage. Alors bonjour à tous. Monsieur Poupard disait avant-hier matin, disait que la cybersécurité c'était l'affaire de tous et chacun de nous est concerné. Donc il y a les textes, il y a les mesures de bon sens, mais qui pour certaines sont les mesures à prendre au titre d'une obligation générale de sécurité qui pèse sur chacun d'entre nous et a fortiori sur le chef d'entreprise au titre de ce que nous avons longtemps appelé la responsabilité du chef de famille. Ça, c'était avant que passe la parité, mais c'est bien la démarche. Et puis, il y a cette réglementation qui a vocation à créer
des obligations spécifiques parce que, de la même manière que la cybersécurité est l'affaire de tous, la lutte contre le cyberterrorisme devient l'affaire de tous. La lutte contre le terrorisme. Alors, lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on a une administration, la responsabilité d'une institution, eh bien, les actes malveillants peuvent venir de l'extérieur, bien sûr, mais aussi de l'intérieur. Alors parlons d'abord de l'extérieur. On les connaît. En fait, de plus en plus, les entreprises, la valeur de l'entreprise, et on le voit bien dans toutes les opérations de due diligence, toutes les valeurs résident dans le patrimoine informationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un pillage à partir de l'extérieur, et le pillage, il s'inscrit très naturellement dans cette démarche de cybersécurisation, parce que tout est dématérialisable, et quand on parle de l'ère digitale, eh bien, venir copier un rapport ultra confidentiel sur les projets d'avenir d'une entreprise, eh bien, c'est de la perte de valeur de l'entreprise, et que l'on parle des brevets qui peuvent être détournés à l'occasion, par exemple, de la recherche et du développement qui se fait sur un mode collaboratif, parce que les chercheurs travaillent sur un mode collaboratif et qu'ils peuvent partir en cours de route sans avoir terminé leurs travaux si l'entreprise n'a pas pris les mesures pour sécuriser les investissements de recherche qui ont été faits, eh bien, il peut y avoir un pillage qui peut être fait. Mais il y a encore plus simple, les appels d'offres dans lesquels ce n'est pas la peine de bâtir des opérations de cybersécurité hyper sophistiquées si sont distribués ce qui est le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est-à-dire tout le système d'information qui est livré, sans les garanties usuelles. Vous me direz, ce n'est certainement pas la mention confidentielle qui évitera le pillage, mais ça veut dire que la personne qui reçoit les éléments aura quand même conscience de l'importance que vous accordez aux documents que vous remettez. Et de la même manière, vous devez vous préoccuper, lorsque ne sont pas retenus certains prestataires, de vous assurer de la destruction, de l'engagement, en tous les cas, de vos interlocuteurs, de ne pas se resservir de ces éléments. Donc la préservation du patrimoine informationnel, ce pillage, oui, il peut avoir lieu, il est quotidien. Il est quotidien. Mettez ça, vraiment, prenez la mesure de ce que je suis en train de vous indiquer, parce que c'est extrêmement préoccupant de constater à quel point il n'y a pas de prise de conscience de toutes ces mesures qu'il faut prendre. Par ailleurs, dans la démarche de protection, on est exactement comme un capitaine de bateau en train d'identifier les failles qu'il peut y avoir tout autour. Le bateau peut prendre l'eau. Et dans une société dans laquelle tout est numérique, où on parle des objets connectés, où en même temps la force de l'entreprise, c'est sa capacité à échanger avec d'autres entreprises, où les API, le cloud, le SaaS, etc. deviennent vraiment le quotidien, eh bien, il faut être conscient que tout ça, ce sont des portes ouvertes qui peuvent effectivement participer du risque qui est pris. Alors, vous disposez d'une réglementation, mais d'une richesse extraordinaire. Et cela depuis 88. Vous avez sans doute tous entendu parler de la loi Godefroy, mais depuis 88, tout ce qui est entrée dans un système de traitement automatisé est sanctionnable pénalement. Tout ce qui est même entrée non volontaire, mais on se balade à l'intérieur du système et on collecte des informations, c'est sanctionnable. Il y a le fait de copier des éléments. Tout ça, vous avez tous les textes. C'est important parce qu'en matière pénale, lorsqu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'infraction. Donc, vous avez besoin des textes pour pouvoir engager une action pénale lorsque, effectivement, il y a des atteintes à vos systèmes d'information.
Mais que ce soit déni de service, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, pas de problème, vous avez un texte. Et alors, il n'y avait qu'une seule difficulté que je mentionne à titre anecdotique, mais qui a son importance, c'est que la notion de vol, eh bien, posait un problème dans l'univers dématérialisé parce que quand on vole quelque chose, on le prend d'un côté, il disparaît et il se déplace. Donc, en matière, dans l'univers dématérialisé, le vol se traduit par une copie, c'est-à-dire que l'élément reste en place. Donc, juridiquement et sur la base de la qualification exacte, ça posait un problème et la Cour de cassation, très récemment, a décidé qu'on pouvait admettre cette qualification de vol. Donc, vous avez le vol. Et puis, Myriam vous parlera tout à l'heure de la directive secret des affaires qui apporte ici aussi une réponse. Il y a juste un petit complément par rapport au vol. La loi du 13 novembre 2014 a, de façon assez astucieuse, prévu la répression de l'extraction. Donc, on peut considérer que l'extraction de données, c'est une façon de voler. Mais comme, justement, il y avait eu cette interrogation et puis un positionnement de la doctrine qui était hostile au vol, maintenant, l'extraction est réprimée et ça vient compléter utilement la palette déjà assez étendue d'infractions anciennes, mais qui ont résisté au temps, puisque finalement, un système de traitement automatisé de données, c'est très large, et on peut considérer qu'un objet connecté, c'est un système de traitement automatisé de données. Voilà. Alors, je vous ai parlé de toutes les atteintes en provenance de l'extérieur. C'est la protection de votre bateau, de votre maison, c'est le bon sens. Mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Et 80% des actes... alors, j'ai pas envie de dire des actes de malveillance parce que c'est souvent de la négligence plus que de la malveillance. Mais la sécurité, c'est aussi prévenir ces actes de négligence qui souvent sont le fait d'employés, voire d'anciens employés. Et là aussi, on est dans la même logique que la protection au sein de vos maisons. On ne ferme pas la maison de la même manière quand on va acheter une baguette de pain ou quand on va partir pendant 2 mois en vacances. On va fermer les volets, on va mettre un signal d'alarme, on va peut-être mettre des choses dans le coffre-fort. Et cette logique, il faut la remettre au sein de l'entreprise. Il y a une hiérarchisation qui est très importante et quand on parle de gestion de droit d'accès, c'est quelque chose de tout à fait important. La gestion des mots de passe, s'assurer que lorsqu'il y a des prestataires extérieurs qui viennent, on récupère les badges, s'assurer des changements de code, des choses élémentaires, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler, parce que si vous faites une petite enquête chez vous, vous constaterez que allez, on va dire 7 fois sur 10, à mon avis c'est un peu plus, mais 7 fois sur 10, c'est sur ces petits éléments-là que se fait les intrusions et les possibilités, les petites brèches que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, il peut y avoir, alors ça paraît surréaliste, mais le fait de ne pas mettre à jour des outils, les firewalls, ce type d'éléments, fait partie du dispositif. Vous avez aujourd'hui des décisions qui sanctionnent des chefs d'entreprise pour ne pas avoir pris les précautions élémentaires. Donc c'est cette notion qui est subjective, mais qui va s'inscrire toujours par référentiel à ce qu'est la norme. Et c'est cette notion-là qu'il faut intégrer et qui est la plus difficile à appréhender. Et de ce point de vue-là, eh bien, la réglementation va vous apporter des réponses. Alors, il y a la fiche qui est proposée par l'ANSSI, vous avez les fiches de bonne pratique, vous avez les guides d'hygiène informatique, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Les outils sont à votre disposition pour essayer de retracer la méthodologie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a maximum 7 zones de risque dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas les décliner, mais
on va les voir ici et là. Mais en fait, tout est question de méthodologie dans la manière dont on appréhende la question de la sécurité. Et pour chaque zone de risque, il y a les bons réflexes. Et ce sont ces bons réflexes qu'il faut partager au sein de l'entreprise. Donc, on y reviendra. Et je laisse Myriam poursuivre. Oui, donc au niveau des entreprises, on assiste à donc des évolutions, c'est-à-dire une obligation de sécurité renforcée qu'on va décliner, une obligation de notification des failles de sécurité et donc la responsabilité du chef d'entreprise et également donc du sous-traitant. Alors ces obligations, elles découlent notamment de la loi de programmation militaire. Et on en a parlé aussi en introduction de ces assises. Il y a des arrêtés par, je dirais, catégorie qui sont en train d'être pris. Donc au départ, c'est les organismes d'importance vitale. Et dans le cadre au niveau européen, donc vous avez tous entendu parler de la directive Nice. Cette directive, elle devra être transposée en 2018, à la différence d'un règlement qui est d'application immédiate. Christiane va nous parler du règlement. La directive, elle nécessite une loi de transposition et des adaptations d'ailleurs, mais l'objectif c'est d'harmoniser ces règles au niveau européen. Alors au départ évidemment c'est les organismes d'importance vitale, c'est donc en moyenne à peu près 250 entreprises qui, comme son nom l'indique, c'est les activités économiques vitales pour un pays, mais dans le cadre de la directive Nice, ça ira au-delà. C'est les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques. Je pense par exemple aux moteurs de recherche, aux plateformes qui vont être concernées par la directive Nice, mais il y a uniquement les réseaux sociaux qui ont échappé à cette directive Nice. Donc l'objectif c'est de définir une stratégie nationale. Donc on a tendance parfois à dire que la France est en retard. Ce n'est pas du tout le cas puisque la stratégie nationale a été présentée, vous le savez, en octobre dernier par le Premier ministre et après se décline. Donc sous cette apparence d'empilement, il y a véritablement une cohérence puisque la stratégie nationale, elle est déclinée par l'ensemble des ministères concernés et par l'ANSSI. Je prendrai un exemple, c'est les victimes de cybermalveillance. Il y a des travaux qui sont menés actuellement à la fois par le ministère de l'Intérieur et par l'ANSSI pour créer une plateforme, informer et renforcer justement la protection des victimes de cybermalveillance. Alors, je fais une parenthèse, mais oui. C'est vrai que notre présentation, elle n'est pas forcément dans le déroulé qu'on est en train de... À peu près, à peu près. On ne la lit pas. Alors, Myriam, alors juste avant de parler du règlement européen, je voudrais juste illustrer ce dont on parlait à l'instant, qui sont des exemples de négligence ou de faute qui a pu être retenue par les tribunaux, qui peuvent vous illustrer cette prise de conscience de cette obligation subjective générale de sécurité. Par exemple, le 5 février 2014, la Cour d'appel a sanctionné, considérant que le chef d'entreprise n'avait pas suffisamment sécurisé. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'avait pas interdit par la charte informatique, Internet, enfin comme vous voudrez l'appeler, l'interdiction de se connecter à certains sites extra-professionnels, puisque c'est par la voie de ces sites extra-professionnels qu'il y avait eu des dégâts provoqués à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des règles de police à mettre à l'intérieur de l'entreprise. De la même manière, eh bien, le détecteur de virus qui avait été mis il avait été constaté qu'il était inefficace. Alors c'est un petit peu plus vieux, ça remonte à 2007, mais ça vous illustre que depuis longtemps, eh bien,
ce type de la responsabilité peut être engagée. Et puis, élément intéressant, encore plus ancien, puisque ça remonte en 2001, la Cour de cassation a considéré, donc la plus haute juridiction, a pu considérer que l'insuffisance de formation du personnel pouvait engager la responsabilité. Alors, volontairement, on a voulu prendre des exemples assez anciens pour illustrer le fait qu'on n'est pas dans une situation nouvelle, on est dans une situation d'obligation de sécurité renforcée. Alors, Myriam a évoqué, première question, où se localise cette sécurité renforcée. Premier élément, le règlement européen. Vous avez tous entendu parler du règlement européen qui a été publié en avril 2016 et vous avez 2 ans pour être en conformité. Le règlement européen, il confirme la quasi-totalité des règles existantes aujourd'hui et que vous connaissez bien avec la loi informatique et liberté, partant d'un constat qui est que la donnée personnelle est au cœur de tout. La donnée personnelle, c'est l'or noir, c'est le carburant de l'Internet, c'est une valeur patrimoniale pour l'entreprise, mais c'est aussi notre identité, nous, chacun de nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche, il y a un curseur qui bouge entre des libertés fondamentales des individus que nous sommes les uns et les autres, le respect de la vie privée, la liberté d'expression, des éléments fondamentaux, mais aussi le droit à l'information, donc vraiment ces libertés fondamentales et ce que les uns et les autres peuvent faire avec ces données. Donc le règlement européen dit, dès que vous êtes responsable d'un traitement de données à caractère personnel, vous avez l'obligation de sécuriser le dispositif et vous devez, en fonction de la sensibilité de ces données, mettre le curseur à un certain niveau. Voilà ce que dit le règlement européen. Alors, bien sûr, dans ce type de démarche, ensuite, il y a une marge de latitude qui est donnée aux uns et aux autres. Il y a, par exemple, le chiffrement, qui ne va pas être systématiquement nécessaire, mais ça peut avoir une importance, puisque par exemple, vous avez tous suivi des affaires qui ont été ultra médiatisées, TF1, Orange, vous avez Target aux États-Unis, vous avez Sony qui a été pillé également aux États-Unis. Et avec le règlement européen, ce qui est dit, c'est qu'il y a une obligation de notifier à l'autorité de contrôle. Donc l'autorité de contrôle, ça sera la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté. Ça peut être les services du Premier ministre quand on est un organisme d'importance vitale, mais aussi les personnes concernées. Et quand on ne peut pas le faire à titre individuel, il faut le faire de manière publique. Or, vous savez que pour une entreprise, c'est l'image qui peut être atteinte à travers ce genre de mesures. Or, la seule exception qui soit prévue, le seul cas où on n'est pas obligé de passer par ces mesures de diffusion au public par voie de communication publique, eh bien, le seul cas, c'est lorsqu'il est établi que les dégâts ne peuvent pas être ceux auxquels on pense parce que précisément, il y a eu chiffrement, il y a eu des mesures qui ont été prises pour préserver et protéger l'ensemble de ces données. Alors, les mesures, elles sont bien sûr multiples. Vous avez toujours l'ANSSI qui vous fait des propositions, vous avez tous les services consultants et autres qui peuvent accompagner, mais le règlement, il vous dit simplement, est-ce que vos données sont sensibles ou pas? Faites des analyses d'impact, mettez en place un DPO, un Data Protection Officer, organisez les démarches. Donc le règlement européen, finalement, accompagne la démarche et vraiment fait et essaie de trouver un point d'équilibre entre, encore une fois, les droits que nous avons sur nos propres données et les droits que peut avoir un tiers, une administration et autres sur l'ensemble de ces données, avec un gap sur lequel éventuellement on pourra revenir si on en a le temps, les entreprises supranationales.
Alors, un élément également important, quand on dit obligation de sécurité renforcée, il faut penser aux sous-traitants. Les sous-traitants, ce sont des acteurs, et on a pris l'habitude, quand on fait des contrats, de dire, bon, vous faites votre travail, on peut mettre des dispositions contractuelles qui vont préserver la responsabilité du donneur d'ordre. Ce point est important à signaler parce qu'avec le règlement européen, on ne peut pas se retrancher derrière le sous-traitant. En d'autres termes, il y a des clauses contractuelles obligatoires à intégrer dans la relation avec le sous-traitant. Par exemple, interdiction pour le sous-traitant de choisir lui-même un autre sous-traitant sans l'accord du responsable du traitement. Mais s'il se passe quelque chose, la responsabilité, elle va reposer sur la tête du responsable du traitement. C'est en ça que l'obligation de sécurité est renforcée et on ne va pas juste se désintéresser de ce qui se passe une fois qu'on a signé avec un hébergeur extérieur. Et c'est pour ça que je considère que les données personnelles aujourd'hui sont tellement intégrées au cœur de l'entreprise, dans tout ce qu'on fait, qu'elles ne sont pas déconnectables des contrats d'infogérance, des contrats d'hébergement, des contrats, vous pouvez les appeler comme vous voulez, les données personnelles sont absolument partout et il faudra respecter ces dispositions impératives. Je termine peut-être sur la responsabilité de l'employeur. On a parlé du sous-traitant, mais je souhaitais également évoquer l'employé. L'employé, il peut être amené, par exemple, à faire un mailing en utilisant le nom de domaine de l'entreprise. Voilà une atteinte à l'image. Mais au-delà de l'atteinte à l'image, ça peut causer un préjudice. On a eu des exemples concrets de mailings qui ont été faits, notamment des propos antisémites, des injures qui ont pu être faits, qui mélangent donc à la fois ce problème d'image de l'entreprise et des conséquences pénales qui peuvent être liées à l'action. Il faut savoir que l'employeur il est responsable de ce qui se passe dans son entreprise. Et en fait, il ne faut pas déconnecter ce qui se passe sur une messagerie de ce qui pourrait se passer s'il y avait, par exemple, la mise en place d'un réseau de drogue à l'intérieur de l'entreprise. Le chef d'entreprise serait responsable de ce qui se passe à l'intérieur et de la même manière, il ne peut pas ignorer ce qui peut se passer sur le réseau virtuel. Et c'est cette prise de conscience que je souhaitais partager avec vous. Et vous avez là ces exemples qui datent quand même, mais qui sont dans la continuité depuis longtemps, qui est qu'à partir du moment où on utilise les outils de l'entreprise, eh bien, il peut y avoir une responsabilité de l'employeur. Ce qui légitime que l'employeur ait un pouvoir de contrôle sur ces outils-là et puisse décider de la manière dont on utilise l'accès à l'Internet. Juste en complément, ce que je voulais indiquer, ce qu'on voit aussi assez fréquemment, c'est la qualification d'abus de confiance, c'est-à-dire par exemple un ordinateur utilisé, mis à disposition par l'employeur et qui est utilisé à des fins personnelles et délictuelles par le salarié, on retiendra l'abus de confiance. Il y a une jurisprudence assez abondante sur la base de cette infraction. Et comme on vous présente justement les obligations d'un contexte de terrorisme, je voulais ajouter aussi une nouveauté depuis la loi du 13 novembre 2014, toujours cette fameuse loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Et ça peut justement concerner l'employeur, ce serait un salarié qui va faire de l'apologie du terrorisme, donc en utilisant un ordinateur ou des outils numériques mis à la disposition de
l'employeur. Et je voulais signaler, parce que jusqu'à présent, il y avait très peu de condamnations sur la base d'apologie du terrorisme, qui étaient rattachées à la loi sur la presse. Et depuis cette loi du 13 novembre, d'ailleurs, ça a donné lieu à des commentaires, voire des polémiques. Cette infraction est dans le code pénal. Et donc, d'après les derniers chiffres que nous avons, il y a à peu près pas loin de 400 condamnations du chef d'apologie du terrorisme. Donc, on voit aussi que les terroristes ou des personnes qui seraient dans ces mouvances utilisent largement Internet et les réseaux sociaux, par exemple. Alors, si on fait on récapitule à ce stade. Obligation générale de sécurité, donc une appréciation, encore une fois, subjective de bon sens. Ensuite, le règlement européen vous contraint à identifier les traitements sensibles et de prendre des mesures de sécurité renforcées. Vous oblige à procéder à une analyse d'impact. Tout ça doit être mis en œuvre à partir de mai 2018. Donc l'idée est de se mettre à niveau sur les 2 années qui viennent. Ça passe assez vite. L'obligation vis-à-vis des sous-traitants, j'en ai parlé. Les mesures internes vis-à-vis des employés via les chartes et autres. Ça, je dirais, ce sont les obligations données personnelles. Ensuite, vous avez des obligations qui sont liées. Vous avez l'obligation de concourir donc à la lutte contre la cybercriminalité de manière générale. Et à ce titre, vous avez l'obligation de conserver les données de connexion de manière à pouvoir, sur réquisition judiciaire ou administrative, les communiquer. Donc il y a une obligation de conserver parce que, et M. Poupart l'a très bien dit avant-hier, en indiquant que pour traquer le cybercriminel, le cyberterroriste, ce sont des traces. Donc on a besoin de ces relais. Ça, encore une fois, on est dans l'ensemble des dispositions qui ont aujourd'hui vocation à s'appliquer. Ensuite, vous avez des obligations sectorielles. Donc si vous êtes un OIV ou une OIV, on dit un organisme d'importance vitale, un OIV, eh bien, si vous faites partie donc de ces entreprises qui sont désignées par voie de décret, donc soit vous l'êtes pas, ces entreprises en général représentent un enjeu stratégique pour la France, donc tout le potentiel économique, scientifique de la France. Il y a des règles de sécurité particulières qui sont fixées sous peine de sanctions pénales. Alors, pour vous donner quelques exemples, je crois que c'est affiché, vous avez l'obligation de fournir des informations particulières pour évaluer la sécurité de vos systèmes d'information. Vous devez mettre en œuvre un système de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité et vous avez des facteurs critiques de responsabilité en cas de non-conformité avec le système, le SRI. L'obligation d'alerter l'ANSSI, donc il y a toute une série d'obligations quand vous êtes OIV. Ensuite, vous avez des obligations que je vais appeler qui vont être liées à un domaine d'activité en particulier. Donc les arrêtés sont en train de sortir actuellement. Donc dans le domaine de l'assurance, dans le domaine nucléaire, dans le domaine d'énergie, dans le domaine du transport. Et en général, vous constaterez que l'idée n'est pas d'accumuler, c'est pas un millefeuille. Ce sont les mêmes obligations, mais qui sont organisées de manière à permettre aux acteurs d'un même domaine de pouvoir identifier plus rapidement les obligations qui lui incombent et qui sont des obligations renforcées. Je crois qu'on a balayé les différents donc ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est justement ces obligations vont être étendues, donc
par l'intermédiaire de cette directive Nice, va être étendue à d'autres acteurs qui ont un rôle économique majeur. Donc, c'est le cas des fournisseurs de services numériques, comme je l'ai indiqué, des opérateurs. Alors, il y a une petite modification au niveau de la directive. Ce n'est pas des OIV, mais organismes fournissant des services essentiels. Donc, c'est un peu plus large que les OIV. Et comme je disais, les réseaux sociaux ont échappé à ces obligations, ce qui pose quand même quelques questions. Alors on peut peut-être présenter ça en disant qu'il y a des obligations catégorielles et des obligations sectorielles. Et donc, ça dépend des domaines dans lesquels vous intervenez, effectivement. Mais, a priori, tout le monde retrouve globalement les mêmes types d'informations. Encore une fois, ce n'est pas cumulatif. C'est plutôt une analyse. Oui. L'objectif, c'est vraiment une harmonisation européenne. C'est très, très net. Alors, il y a aussi un point que je voulais préciser, c'est que si, par exemple, il y a une faille de sécurité, donc il peut y avoir une double notification si ça concerne des données personnelles. Et on peut envisager le cas de figure d'une double notification à la fois à l'ANSSI et à la CNIL. Voilà, d'où ça a été évoqué aussi par Guillaume Poupard, une articulation indispensable entre l'autorité indépendante qu'est la CNIL et l'ANSSI. Voilà. Et alors, comme les entreprises, et ça va nous permettre de reboucler avec le début de notre intervention, ont comme préoccupation de préserver leur savoir-faire, le secret des affaires. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une directive. Alors, c'est une directive de plus, mais pour une fois, c'est une directive qui a quand même vocation à répondre à une attente forte des entreprises depuis longtemps, puisque c'est une directive qui a vocation à protéger le savoir-faire et les informations commerciales non divulguées. Donc, je vous ai dit en début de séance qu'il y a bien sûr les protections qui existent sur tout ce qui est patrimoine protégeable, les brevets, les marques, les dessins, les modèles, etc. Mais il y a une zone qui échappe aux règles de droit, et c'est ce à quoi va répondre la directive. Et cette directive, qui doit encore être transposée en droit français, vise à lutter contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite qui ont, à plusieurs reprises, mis en difficulté des entreprises. Je pense par exemple à un modèle, un prototype qui avait été lancé par une entreprise dont les photos ont été divulguées. La séance de lancement avait été désastreuse, comme cela peut se produire, et l'entreprise avait eu énormément de mal à retomber sur ses pieds. Ça participe aussi de la e-réputation. Donc là, il y a un moyen de lutter contre l'utilisation non autorisée. Avec un effort d'harmonisation au plan européen, puisque aujourd'hui, c'est quand même une préoccupation pour un certain nombre d'entreprises qui peuvent être délocalisées ou qui peuvent avoir différentes ramifications dans différents pays. Ces entreprises vont désormais pouvoir saisir les juridictions pour faire prévaloir leurs droits en cas de vol ou d'utilisation illégale. Encore une fois, il faut attendre la loi de transposition, mais ici, et pour moi, ça participe de la cybersécurité, c'est aussi aller dans le sens de la protection des entreprises. Donc, un devoir de vigilance, une réglementation obligatoire, mais aussi des éléments pour vous protéger. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, il faut aussi souligner la nécessité de faire un effort de pédagogie, puisque concernant cette fameuse protection du secret des affaires, vous en souvenez certainement, la loi Macron avait introduit un article pour réprimer la violation du secret des affaires, et sous la pression de lanceurs d'alerte et de journalistes,
par souvent d'ailleurs méconnaissance ou alors crainte que, par exemple, on cacherait des éléments concernant une entreprise, l'article finalement avait été retiré de la loi Macron. Et c'est vrai que depuis des années, il y a eu un projet de texte, Carayon, enfin depuis des années, il y a cette volonté de renforcer le secret des affaires et parallèlement un lobbying visant à faire croire qu'on veut cacher aux salariés certains secrets de l'entreprise. Donc en fait, il y a une logique. Finalement, cette démarche européenne l'a emporté et c'est quand même assez intéressant de voir que finalement, surtout dans ce contexte d'état d'urgence et de terrorisme et de crise aussi économique, il y a des enjeux extrêmement importants et une mondialisation des échanges. Ces dispositions issues de cette directive sera, à mon sens, tout à fait utile et viendra compléter un arsenal déjà extrêmement complet. Mais c'est vrai que parfois, il y a des interférences et finalement, c'est vrai qu'on aurait pu penser que la loi française aurait pu adopter déjà ce type de mesures visant à protéger finalement les secrets d'une entreprise. C'est tout le débat actuellement entre, évidemment, on est dans un espace où on nous fait signe, on va terminer très rapidement, où on est à l'ère de la transparence et en même temps, il faut protéger le patrimoine informationnel des entreprises. Voilà. Alors, donc, en guise de conclusion, je pense que le vécu est un élément très important pour identifier les zones, la typologie des risques au sein de vos entreprises. En fait, il y a un travail assez simple à faire. Il y a la réglementation, bon, vous l'avez compris, il y a des obligations de sécurité renforcées, mais qui procèdent finalement de mesures souvent de bon sens. Je ne parle pas des notifications qui doivent être faites, parce que là, il s'agit de préserver plus largement, pour ce qui concerne les données personnelles, les individus. Mais la question qui peut se poser, et que se posent en général mes interlocuteurs, je le vois bien dans nos réunions de travail, c'est mais par quel bout prendre le problème ? Et la première démarche est déjà d'identifier les 4-5 problèmes que vous avez précédemment rencontrés. Et ça va permettre déjà d'identifier la zone à risque la plus sensible au sein de l'entreprise. Ça va permettre de savoir si les alertes, elles sont plus de l'intérieur, elles sont plus de l'extérieur, mais ça va permettre de construire une méthodologie d'approche qui va toujours avoir le même objectif: préserver le patrimoine informationnel, préserver les personnes qui travaillent à l'intérieur et répondre aux obligations du chef d'entreprise qui est responsable, et par voie de délégation, donc tous ceux qui assurent les missions pour le compte du chef d'entreprise, mais qui est responsable vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses actionnaires et vis-à-vis de l'ordre public, de l'encadrement et des conditions de travail. Voilà. Donc tout est une question d'organisation, et de ce point de vue, la charte informatique au sein de l'entreprise a toute son importance, et cette charte, elle doit souvent être faite sur mesure pour répondre le mieux possible à la spécificité et à la culture des entreprises. Parce que ce qui vous distingue les uns des autres, c'est cette culture-là dont il faut tenir compte, même si la réglementation a vocation, bien sûr, à être une ligne directrice et impérative. Voilà, merci beaucoup.